L'aéro dans Ravenswatch, c'est vraiment une pierre angulaire de la construction du jeu. Je dirais que surtout, ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est un héros typique. Tous ensemble, on construit cette vision unique d'un perso connu. Donc au livret, la Switch, la PS4, la PS5. Ouais, normalement oui. T'as testé les trois. Donc là, la version elle est jouable au multijoueur, elle est stable. Justement, je pense. Donc, je m'appelle Sylvain Passot, je suis directeur du studio Pastèque Games. Je suis ingénieur de formation. Pastèque Games a été créé en 2012, dans une année où on a vu émerger des succès de jeux vidéo indépendants. Je pense qu'il a été important dans le développement de Pastèque Games, c'est le fait que de jeu en jeu, on ait capitalisé sur les forces du jeu précédent et surtout capitalisé aussi sur les gens qui ont rejoint le studio. La plupart des gens qui ont travaillé sur les jeux Pastèque sont restés sur les jeux suivants et qu'on acquiert de l'expérience dans tous les domaines et on ajoute à chaque projet un nouveau challenge qui vient s'ajouter aux expériences passées. My name is Buckman. I'm the best space runner around. First off, I have to deal with asteroids. Big scary ones that can play havoc with my ship. Tell me, Pretender. Have breached the last standing bastion of Reverie. Come to me, friends! That's not enough to kill me! Je m'appelle Valentin, je suis le directeur artistique à Pastèque Games. Je suis arrivé il y a 7 ans et demi, en 2016, pour travailler sur Masters of Anima à l'époque. Sur Ravenswatch, ce qu'on a voulu faire, en tout cas ce que j'ai voulu pousser au début, c'était puisqu'on est dans la thématique des contes et légendes, même s'ils sont en version plus sombre et adulte, j'avais envie d'aller chercher des références visuelles encore plus basées sur l'illustration. C'est un truc qui nous a bien aidé, c'est de trouver Ivan Bilibin, l'illustrateur russe du début du XXe, qui justement avait cette approche entre deux, d'illustrer des contes traditionnels pour des livres pour enfants, et même un peu grand public, avec une touche assez sombre, assez moderne, qui n'était pas du tout infantilisante et qui faisait vachement dark fantasy en fait. Et j'essaye de faire en sorte que même si on fait un jeu en 3D, on ait un rendu, une stylisation, une esthétique globale qui évoque ce monde du papier, de l'ancrage, de la colorisation classique. Voilà, il n'y a pas besoin de la fontaine en fait. Moi c'est Adrien Crochet, je suis game director sur Ravenswatch. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille avec Sylvain à Pastèque Games. Donc on
En ce qui concerne les personnages qui vont potentiellement rentrer dans Ravenswatch ou pas, premier élément, ça reste que le personnage puisse s'inspirer d'un conte ou d'une légende, n'importe où dans le monde. Deuxième élément, c'est aussi une espèce de temporalité qu'on essaye d'avoir sur les personnages. Ils sont en même temps dans un même univers, donc c'est plutôt quelque chose de moyenâgeux, on va dire. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à exclure un petit peu les personnages qui sont trop antiques. Vraiment, l'ère victorienne, c'est peut-être la barre haute qu'on peut se placer pour qu'on reste dans une esthétique fantasy crédible où on n'a pas trop de références au monde moderne ou de technologie ou de choses comme ça. Le troisième aspect, c'est la popularité aussi du personnage. De toute façon, le premier personnage qu'on a fait, le Scarlett, le chaperon rouge, une figure aussi emblématique des contes et légendes. Ok, comment on traduit dans notre univers la petite fille dans les bois qui affronte un loup, quoi. Chaperon rouge, dans les histoires qu'on connaît, c'est pas une guerrière, quoi. Donc on a tout de suite dû la transformer fortement, en loup-garou en l'occurrence dans Ravenswatch, pour qu'elle puisse intégrer en fait le cast. Un petit panier, un pot de beurre et un pot de miel, ça sera pas suffisant pour Ravenswatch. C'est quoi sur le champ Du coup, contenu de la version... J'ai des bugs. J'essaie d'avoir une voix bien particulière par père perso, quoi. Genre Beowulf, il parle comme un vieux poète. Ah bah non, au contraire, Beowulf c'est un poème épique et tout, c'est avec un ton assez... Et alors Mélusine, ils sont lâchés, alors je sais pas si on pourra aller jusqu'au bout. En fait c'est une chanson qui sont écrites, la première fois qu'elle chante, donc c'est tout écrit comme une chanson et ils ont écrit la partition. Ça va être chaud, je pense. Hein. Bah, c'est sympa, en fait vraiment ça peut rendre très classe, quoi, mais... Je sais pas si les chanteuses... Voilà, c'est ça. Après je sais qu'il y avait une chanteuse lyrique performance d'acteur. Faire la voix ça peut être sa voix de chanteuse, c'est pas... C'est ça en fait. Donc quand on commence à créer un personnage et qu'on a choisi en fait le prochain personnage qu'on va intégrer au jeu, on va travailler à la conception du jeu, donc effectivement avec Valentin et Fanny. On va souvent commencer avec Valentin à faire des allers-retours entre nous. Moi je préfère toujours quand j'ai une première intention côté game design parce que j'adore développer des character design qui sont cool, qui ont de la gueule, mais en réalité, je ne suis jamais aussi efficace que quand j'ai une première indication de « Ok, qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'il va faire pour de vrai? Qu'est-ce que, manette en main, je vais pouvoir faire à ce héros ?» C'est que des fantômes, je peux pas les taper. Ça va faire. Ensemble dans la mort. Du coup, moi, c'est Fanny Renard. Donc, je suis narrative designer. Je travaille en gros sur l'histoire, les personnages. J'essaye de faire respecter la cohérence narrative globale du jeu sur lequel je travaille. Donc, j'ai bossé sur Ravenswatch chez Pastèque pendant 1 an. Pour moi, la différence entre fantasy et dark fantasy, c'est justement ce côté édulcoré que peut avoir la fantasy avec des elfes, des fées, de la magie, où le côté dark va ramener un côté plus humain, plus réaliste, plus dur aussi. C'est justement ce qu'on a essayé de faire dans Ravenswatch. Il y a certains contes où justement je suis restée assez proche de l'origine du conte, et pour d'autres, vraiment, je m'en suis totalement écartée. Par exemple, pour la Reine des Neiges, où on a cette image de Frozen, de la Reine des Neiges de Disney, on a essayé de trancher avec cette histoire-là et on a rencontré quelque chose de complètement différent. Là où pour Aladdin, on s'est quand même inspiré de l'existant, mais on l'a twisté, où ce n'est plus donc le génie qui est dans la lampe, mais l'épouse d'Aladin, qui n'est donc pas Jasmine, mais Badroul Badour, qui est le nom du personnage dans le conte d'origine. Pour chaque fiche de personnage, j'avais entre 1 et 3 références de personnages existants, de fiction. Ça pouvait être des personnages de films, de séries. Je sais que pour le Chaperon Rouge, j'avais beaucoup Arya Stark de Game of Thrones, qui me permettait en fait de direct imaginer, visualiser ce personnage-là avec, bien sûr, c'est notre version. Ça va pas être totalement Arya Stark, mais quand je l'imagine, c'est beaucoup plus facile d'imaginer un personnage qui existe déjà, qui a déjà parlé, qui a déjà sa voix, son existence.
et de me dire ok, comment un personnage comme Arya Stark peut réagir face à un Beowulf, face à une Mélusine, comment elle va s'exprimer. Et j'essaye de me dire bon ok, le petit chaperon rouge il a cette personnalité, si je le mets avec Aladdin, qu'est-ce qui se passe? C'est mes deux Playmobil comme ça qui jouent, ok, donc lui il a ce caractère-là, lui il a ce caractère-là, on les fait interagir, est-ce qu'ils s'apprécient, est-ce qu'ils s'apprécient pas? Do not get in my way, Prince. Whoa, take it easy. We are on the same side here. Just keep your hands where I can see them. Est-ce qu'ils sont tous amis? Ben non. Est-ce qu'ils se détestent tous? Non plus. Il y en a certains qui, voilà, avoir de la variété et que ce soit riche en fait. Moi, les bugs, je les regarde souvent, hein, donc je sais ce qu'il y a. Ok, bah je te les vire, je les refous dans le backlog. Non, mais genre pas tout de suite, je vais mettre des trucs importants qui sont. Oui, je regarde dans l'historique qu'est-ce qui s'est passé et je les refous dans le backlog. Après, je les ai, hein, tu vois, moi j'ai ma liste, mes bugs. Quand je travaille le kit d'un personnage, plusieurs étapes déjà. D'abord, il y a une étape un peu conceptuelle où je vais chercher vraiment à assembler un peu les grandes lignes du personnage, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il va pouvoir faire plutôt dans le jeu. Et ça, je vais le faire sur papier, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais vraiment l'assembler en théorie et dans ma tête. La véritable validation de tout ça, ça passe par le prototypage, pour vérifier un petit peu que la théorie se valide par la pratique. Et là, ça peut faire donner des remises en cause en fait sur la conception. Dans ce cas-là, je retourne à la case design et j'essaie de réajuster. Le kit, il est vraiment terminé que quand je me sens capable de jouer au jeu avec le personnage, avec ses compétences. Le jeu, il a une boucle de jeu roguelike, donc une boucle assez rapide finalement à jouer, mais qu'on va rejouer encore. Et le fait déjà d'avoir plusieurs personnages qui apportent d'entrée des gameplays différents, bah, c'est déjà un bon vecteur de rejouabilité. Et du coup, on s'est vraiment attelé à faire que chaque personnage ait son caractère propre et sa manière de jouer propre. Pour moi, ce qui est important, c'est la photo de famille au final. C'est d'avoir les personnages, si on les met tous ensemble, est-ce que ça donne un bon cast qui est varié, qui donne envie pour que tout le monde puisse trouver un personnage qui lui plaît, ou plusieurs évidemment. Ah bah oui, il n'y a pas de filtre en fait, donc évidemment tout est gros. C'est un jeu. En gros, au début du projet, on avait fait un peu de cette fameuse liste de personnages qu'on aurait bien aimés. Et moi, j'avais du coup commencé à faire des croquis, un peu à la volée, pour plein d'idées possibles. Et Carmilla n'en faisait pas partie. Donc c'est avec Aladdin, je crois, la première, qui n'était pas dans mes premières esquisses. Donc c'était beaucoup plus frais quand elle est arrivée sur la table et que Adrien a proposé une ébauche de game design pour le personnage. Bah, Carmilla, c'est un personnage super intéressant parce que, en fait, le conte d'origine est assez méconnu. On va connaître plutôt Dracula, là où, en fait, Carmilla est antérieure à Dracula. Moi, ce qui me tenait vraiment à cœur, je trouve que le conte était très en avance sur son temps parce qu'il raconte une histoire de romance lesbienne. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment garder sur le personnage. Donc, c'est fait de façon normalement assez subtile, où elle a une histoire passée avec une femme qu'elle a aimée et qu'elle a essayé de protéger, qu'elle a échoué à protéger. On voulait aussi la différencier d'une vampire classique, juste séductrice qui se sert des gens. J'ai voulu lui donner un peu plus de profondeur sur pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle essaye de manipuler, de séduire. Est-ce que c'est une manière de se défendre, de se protéger? Donc voilà, vous allez découvrir ça en jouant au jeu. Music is my sword. Quand je commence à bosser sur un héros, je peux me lancer dans pas mal d'abord de recherche, prise de référence. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour enrichir les inspirations, les rêves visuels dont on peut avoir besoin dans la construction d'un personnage. Et même aussi en lisant l'évolution du personnage à travers les âges, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qui ont disparu et qui sont intéressantes à réintégrer dans le design. Et ensuite, je fais des jets, beaucoup au crayon, sur du papier bien basique, pour un peu lâcher la créativité et trouver des pistes. Et ensuite, c'est beaucoup d'aller-retour avec les autres leads, Adrien,
pour voir ce qui résonne avec les autres et ensuite affiner le tir au fur et à mesure en réexplorant des pistes différentes de plus en plus précises. Pour chaque héros, en gros, on prend le plus d'inspiration possible d'éléments connus de l'histoire quand on en a, parce que c'est chouette de se baser sur quelque chose de vraiment solide quand c'est possible. Je pense à Aladdin qui a sa lampe, son anneau, Sun Wukong qui a sa couronne, un peu son bâton, des objets assez marquants. Quand on n'en a pas autant comme avec Carmilla qui est principalement définie par sa nature de vampire, dans ce cas-là, j'hésite pas à aller puiser dans des représentations plus variées comme dans le cinéma, la bande dessinée, les autres jeux vidéo, qui ont déjà des archétypes puissants dans ces catégories. J'essaye de m'appuyer sur le twist aussi. Le twist du personnage est très important dans Ravenswatch où on injecte quelque chose de dark fantasy, de nouveau dans une histoire pas du tout sombre, pas du tout violente ou quoi que ce soit à la base. Et on ajoute un petit truc qui fait plus 2020 quoi. Et je sais plus comment j'ai commencé la phrase, tant pis. Ce sera la conclusion de cette phrase. Merci. Donc c'est moi qui m'occupe de superviser la réalisation 3D des personnages. Je suis Alice Fernandez et je suis directeur artiste. Du coup, ça veut dire que je réalise les personnages en 3D. Ok, je m'appelle Étienne, officiellement je suis animateur 3D. C'est pour faire raison. On voit comme ça là. Je veux voir le